Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la débusquer, la trouver, la comprendre, puis l'analyser, la travailler pour vous la proposer de façon la plus digeste possible pour, ensuite vous proposer des solutions d'investissement ou de trading le plus appropriées, mais également pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et pour comprendre cet environnement, maintenant, c'est l'heure de Philippe Béchade de nous éclairer. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci Philippe d'être avec nous ce matin en duplex. Philippe Béchade, vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, avec nous pour commenter l'actualité. L'actualité, elle est riche, elle est dense et elle est d'abord IA, elle est d'abord tech. Ça ne vous a pas échappé, les chiffres étaient pourtant impressionnants. Nvidia a une nouvelle fois pulvérisé les attentes avec une croissance toujours soutenue par l'explosion de l'intelligence artificielle. Mais cette fois-ci, Philippe, les marchés financiers n'ont pas applaudi. Pourquoi ? Si, ils ont applaudi lorsque les chiffres sont tombés. Tout était meilleur que prévu. Le bénéfice de 1,30 au lieu de 1,25 est attendu. 36 milliards de bénéfices globalement, un chiffre d'affaires de plus de 51 milliards rien que pour les data centers, les objectifs du quatrième trimestre revus à la hausse à 65 milliards, bref, quasiment du jamais vu en termes de progression de profit pour une entreprise du Nasdaq ou du S&P. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que l'essentiel du chiffre d'affaires de Nvidia repose en fait sur 4 clients et que on observe un système un peu circulaire, chaque client commandant à son voisin ou à son partenaire, et le tout avec un endettement qui est parfois caché via des SPV, des Special Purpose Vehicles. Ce sont en fait des sociétés écrans qui portent la dette et qui évitent de la faire apparaître dans le bilan de l'investisseur, en l'occurrence OpenAI, qui a des engagements maintenant sur 1400 milliards de matériel, donc de puissance de calcul, et qui aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de 13 milliards. Autrement dit, il faudrait qu'OpenAI multiplie son chiffre d'affaires par 100 et que ses clients trouvent un modèle de rémunération, d'abonnement, qui permettent à OpenAI d'amortir ses investissements. Le plus célèbre pour l'instant, c'est Stargate, donc là, un projet de méga data center avec Oracle, projet de 300 milliards de dollars. Tout ça ne repose que sur des plans sur le papier, si j'ose dire. Là, c'est vraiment un véritable château de cartes, puisque tout repose sur la dette et sur des recettes totalement hypothétiques. Et ce qui est assez amusant quelque part, c'est que le problème de ces chiffres trop beaux de Nvidia, c'est que c'est l'intelligence artificielle qui, en analysant le document dévoilé par Nvidia, a démontré qu'il y avait beaucoup de matériel commandé qui n'avait pas encore été payé, ou il y avait des retards de paiement, et on va dire que les projections de chiffre d'affaires du quatrième trimestre reposent là aussi sur l'idée que tout ce qui a été commandé va être payé rubis sur l'ongle. Et si jamais ce n'était pas le cas, ça veut dire que le chiffre d'affaires déjà annoncé, il va peut-être pas rentrer intégralement,
et celui que l'on attend pourrait très bien être contrarié par un contexte de taux qui ne serait pas aussi favorable et par des clients qui cherchent de l'argent et puis qui ont du mal à en trouver. Alors là, non pas à cause du niveau des taux, mais parce que les banques se montreraient plus frileuses. Ouais, donc on comprend en fait que finalement, eh bien la bulle IA, elle n'est peut-être pas finalement dans là où on la cherche, elle n'est pas dans les profits de Nvidia, si je comprends bien, elle est plutôt dans les bilans de ses clients. Absolument. C'est tout à fait ça. On peut toujours, enfin, la Banque centrale peut toujours imprimer de l'argent, hein, et inciter les banques à soutenir tous les acteurs de l'IA, parce qu'en fait, on comprend bien à travers les propos de Sam Altman, hein, le patron d'OpenAI, que c'est devenu tellement systémique, il y a tellement d'argent en jeu et tellement d'argent emprunté que quelque part, il faudrait peut-être qu'à un moment, l'État apporte une forme de garantie. Alors ensuite, il a démenti, naturellement, parce qu'on lui a expliqué que c'était une très mauvaise communication, hein. La privatisation des gains et la nationalisation des pertes, c'est quand même pas trop dans le credo libéral américain. Mais en fait, le mal est fait. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'argent en jeu que une faillite, ça pourrait être celle d'Oracle, hein, dont le ratio d'endettement est aujourd'hui de plus de 5,2 fois son chiffre d'affaires. OpenAI, donc là, on est sur, enfin, sur le besoin de multiplier les recettes par 100. Tout ça, on se rend compte que c'est extrêmement fragile et qu'en fait, non, le contribuable ne viendra pas aider OpenAI à acheter des puces Nvidia. Évidemment. Alors Philippe, on a parlé de certaines banques, on les a qualifiées de too big to fail. Est-ce que finalement ces acteurs de l'IA, là, dont on a vu grâce à Bloomberg qu'elles sont effectivement toutes entremêlées capitalistiquement les unes aux autres, mais est-ce qu'elles ne sont pas déjà too big to fail finalement? Je dirais qu'elles sont surtout too big to bail, c'est-à-dire que elles sont déjà trop grosses pour que on puisse du jour au lendemain intervenir et sauver Wall Street, parce que c'est de ça dont on parle en fait, hein, sauver Wall Street d'une grosse correction qui entraînerait automatiquement une récession, puisque c'est Wall Street qui alimente l'effet de richesse, qui permet de maintenir la consommation au niveau que l'on connaît actuellement. Or, ce sont les 10% d'Américains les plus riches, ceux qui détiennent 80% des actions en réalité, qui représentent pratiquement 50% des dépenses. Donc si d'un seul coup ces riches se sentent moins riches, l'effet d'écrasement, hein, des intentions de consommer pourrait vraiment plonger les États-Unis en récession. Pour en revenir au too big to bail, là on parle de quoi? De 10 000 milliards, hein, qui seraient investis dans l'IA d'ici 2030. Bon, la Fed avait fait un chèque de 750 milliards juste après la faillite d'AIG en septembre 2008. 10 000 milliards, voilà, c'est le tiers du PIB américain. On comprend bien que les États-Unis ne peuvent pas en même temps dépenser 1 000 milliards par an pour sa défense et mettre, je ne sais pas, 2 500 milliards dans l'intelligence artificielle. Voilà, on atteint maintenant des échelles tellement gigantesques que même les États aujourd'hui ne sont plus dimensionnés pour sauver la situation. Alors, vous faites bien de parler du consommateur américain. Consommateur américain, alors effectivement, donc on sort du shutdown, hein, tout le monde le sait, 43 jours pendant lesquels toute la planète finance, les financiers, tout le monde a été privé de statistiques macroéconomiques américaines. Elles recommencent à tomber un peu au compte-gouttes. La dernière, c'était sur l'emploi américain. Deux statistiques intéressantes. Il y a eu beaucoup plus de création d'emplois que ce que les économistes avaient modélisé, mais là, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que le chômage a pris 0,1%. Il est passé de 4,3 à 4,4%. Est-ce que c'est un bon rapport sur l'emploi?
D'abord, c'est un indicateur retardé. Là, on regarde 6 semaines en arrière. Ce qui était, à mon avis, beaucoup plus emblématique, hein, c'était les statistiques hebdomadaires du chômage, tombées également hier, où le nombre de demandeurs d'allocations a chuté de 8 000 pour redescendre à 220 000. 220 000, entre 200 et 220 000, on est là dans l'hyper plein emploi quelque part. Hein. On est sur des planchers historiques. Autrement dit, on ne voit pas pour l'instant se dégrader le marché de l'emploi. Alors il y a une explication qu'il faut quand même prendre en compte. Il y a tellement aujourd'hui de reconduites à la frontière, d'illégaux, que les entreprises ont besoin de réembaucher. Et là, il faut qu'ils réembauchent des Américains, pas des gens avec un permis de travail ou, le plus souvent, pour ceux qui sont expulsés, sans permis de travail. Mais pendant que on cherche des gens pour faire tourner les hôtels, les restaurants, voire aider un petit peu les agriculteurs de Californie, les licenciements se multiplient néanmoins dans toutes les entreprises, et, y compris les grands cabinets conseils, Accenture, Pricewaterhouse, etc. Tout simplement parce que là, pour des tâches même à très forte valeur ajoutée, eh bien, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de remplacer des êtres de chair et de neurones par des IA qui font un travail parfait 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc, il commence à y avoir partout des licenciements et surtout le sentiment des Américains et qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un travail. Alors pas si c'est pour aller nettoyer les chambres d'hôtel ou faire chauffer des burgers en cuisine, parce que là, oui, effectivement, on manque un peu de bras. Mais pour ce qui est des métiers qualifiés, on voit que partout, dans le back-office des sociétés financières, au niveau de la compta, etc., l'IA est en train de faire des ravages. Voilà. Donc, alors, oui, il y a une demande et des offres avec des rémunérations stratosphériques pour les spécialistes de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, mais il y a une véritable inquiétude sourde dans toute la population sur le fait que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne sont plus en croissance et n'embauchent pas. Avance en crabe finalement, c'est-à-dire qu'elle ne licencie pas forcément, mais elle n'embauche pas non plus en fait. Oui, c'est ça, le nombre d'embauches se réduit régulièrement depuis maintenant presque 1 an et demi en fait. Mais c'est surtout pour des jobs bien payés. Bon, la moyenne aux États-Unis, c'est un peu plus de $4 000 par mois maintenant. Là, effectivement, non seulement les gens ont du mal à trouver, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leur emploi. Et ça, les statistiques de licenciement commencent à en rendre compte. Mais comme derrière, on embauche plein de personnes pour remplacer les migrants qui sont partis, globalement, on a l'impression que le tableau reste tout à fait sympathique et encourageant. Ces derniers rapports sur l'emploi, il y a plein d'informations hyper importantes, notamment une qui dit que les secteurs qui recrutent, ce sont ceux de la santé et de l'action sociale. Or, ce ne sont pas deux secteurs qui sont naturellement, historiquement, pourvoyeurs de croissance. Absolument, ce sont des secteurs alors, nécessaires. Évidemment, il n'est pas question de contester qu'il y a beaucoup d'Américains dans la mouise. N'oublions pas qu'il y a quasiment 40 millions d'Américains qui pourraient travailler, qui ne travaillent pas et qui vivent des aides. Et les professions de santé, elles sont également tributaires des remboursements que peuvent verser les mutuelles, des aides d'État, des aides locales. Tout ça n'est pas producteur de richesse.
Alors, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire pour que la population américaine aille bien, voilà. Mais clairement, ce n'est pas ça qui crée de la richesse. La richesse, elle est créée aujourd'hui par 5 ou 6 entreprises, les GAFAM, plus Nvidia, plus Broadcom. C'est ultra concentré. Et là, effectivement, on est sur des bénéfices qui paraissent stratosphériques, mais globalement, l'économie américaine produit assez peu de richesses. Et si on prend le secteur de la défense, bah, il faut effectivement que le contribuable s'emploie pour que les salariés de la défense, de tout ce qui touche à la défense, continuent de travailler. Et bah, pour la santé, c'est pareil. Tout reste question de capacité du gouvernement à financer et trouver donc des financements, c'est-à-dire à lever de la dette. Très clair, mais justement, alors quel dilemme, quelle difficulté pour la Réserve fédérale américaine dans ces cas-là, dans ce contexte. Les dernières minutes laissent entrevoir un FOMC plus divisé que jamais. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la Fed? Elle doit juguler l'inflation qui ne baisse toujours pas aux États-Unis, ou au contraire, bah justement, donner un petit coup de boost à son économie, notamment parce que le marché de l'emploi, eh bien, il n'est pas si fringant que ça. Ben, le mot dilemme est tout à fait pertinent parce que soit la Fed maintient un discours accommodant qui plaît à Wall Street et la hausse de Wall Street soutient la consommation et la hausse de Wall Street est inflationniste. Donc d'un côté, on n'a pas envie que les marchés baissent, évidemment. D'ailleurs, on n'a tellement pas envie que chaque fois qu'ils amorcent une correction, vous avez les pompiers qui descendent à Wall Street, qui font retomber le VIX dans la zone des 15. On essaie de rassurer tout le monde. Mais c'est vrai que des indices boursiers qui progressent, comme ça a été le cas de juin à fin octobre, 18 semaines consécutives de hausse, 18% gagnés, ça a entretenu l'effet de richesse. Si cet effet de richesse disparaît, on l'a déjà dit, d'un seul coup, on verra s'inverser la courbe de la consommation. Si en revanche la Fed décide de faire une pause en décembre, alors là, ça déprime Wall Street. Et là, ben, on vient de le dire, c'est la spirale négative qui s'auto-entretient. Disparition de l'effet richesse. Je vais dépenser beaucoup moins d'argent pour Thanksgiving. C'est la semaine prochaine, donc il y a intérêt, ou il y aurait intérêt à ce que Wall Street remonte rapidement là, hein, avant que les riches n'aillent faire leurs achats. Et puis bah, d'ici Noël, c'est tout le reste des consommateurs. S'ils voient d'un seul coup que on a des doutes sur les merveilles qu'on nous a promis avec l'AI et que les entreprises, en plus de ça, poursuivent des licenciements, vous allez voir les gens consommer beaucoup moins et on pourrait avoir une fin de quatrième trimestre où on est sur une trajectoire de croissance revenue de 3,8 à 1%. Et ça peut aller très très vite. Peut aller très très vite. Eh ben, écoutez, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Philippe, il y a énormément de stats qu'on pourrait commenter avec vous. Comme vous l'avez dit, qui embauche? Ce sont les grands groupes. La dernière statistique, bah, c'est les PME qui sont la colonne vertébrale de l'économie américaine. Eux, elles licencient les PME. Et pour tout un tas de raisons qu'on a vues tout à l'heure dans les actualités, notamment des taux qui sont stratosphériques, hein, jusqu'à 12% pour les dossiers les moins bien notés. Ça ne facilite pas l'investissement. Et tout ceci, effectivement, est assez inquiétant. Philippe, avec vous, on va basculer en France. Le Sénat, aujourd'hui, s'apprête à revoir, étudier, analyser, commenter, peut-être retoquer le projet de loi de finances 2026. Au cœur de ce projet de loi, évidemment, la réforme des retraites, la suspension de la réforme des retraites, attendue par l'ensemble des Français. Et ben, le Sénat, figurez-vous, s'apprête à la retoquer, cette suspension. Philippe, de qui se moque-t-on en vrai? Non mais là, on se moque du monde depuis la démission, de la première démission du Premier ministre, et puis
on le charge de trouver un arrangement, notamment avec les socialistes, pour qu'un éventuel futur gouvernement ne soit pas censuré. En réalité, on comprend bien que l'intérêt des députés qui savent qu'ils sont très, très, très bas dans les sondages, ils savaient très très bien que s'il y avait dissolution de l'Assemblée, ils étaient balayés. Et parmi les plus vulnérables, et ceux qui avaient une quasi-certitude de disparaître presque, peut-être en tant que groupe politique à l'Assemblée, hein. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir 25 députés pour former un groupe. Les socialistes pourraient passer d'une soixantaine de députés à moins de 20. Et pour ceux qui sont vraiment des députés macronistes de la première heure, ça peut également être une bérésina. Donc il fallait absolument trouver quelque chose pour faire croire qu'on laissait survivre le gouvernement parce qu'on avait obtenu quelque chose que le peuple réclamait à corps et à cri, le report de la réforme des retraites. Alors que si on se souvient bien, lorsque M. Bayrou a remis sa démission, le souci des Français, c'était de se dire « aïe, 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 on s'enfonce dans les déficits, est-ce qu'on ne va pas venir nous faire les poches ?» Et là, on nous sort le report, parce qu'en fait, la suspension n'est en fait qu'un report de la réforme des retraites. On sait que le Sénat, et ça, voilà, ça a été dit, plutôt ancré à droite, et considère que cette réforme des retraites est absolument indispensable. Et du coup, on va se retrouver avec pas d'approbation ni du volet recettes. Alors c'est un véritable gag là aussi. On n'a que des projets de taxation, de réduction des prestations. Il n'y a rien qui pourrait participer à soutenir l'activité du pays. Et je pense notamment à l'immobilier. Et on parlait donc de la progression du chômage aux États-Unis. C'est parce qu'effectivement, on ne construit plus grand-chose, parce qu'il n'y a plus de primo-accédants. Et en France, le secteur immobilier est dans une situation tellement catastrophique. Historiquement, on est au plus bas depuis l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale. On crée tellement peu d'emplois et il y a tellement de licenciements dans ce secteur que de toute façon, l'indemnisation de tous ces gens qui n'ont plus d'emploi va coûter une fortune. Alors qu'en fait, il aurait fallu là aussi élaborer des mesures pour relancer ce secteur, le seul sur lequel finalement la France a la main en autonomie, et ça pourrait recréer des emplois. Alors je ne dis pas forcément à la chinoise, mais voilà, dans le projet de budget, il n'y a rien qui ait la couleur d'un soutien, d'une relance. Et l'idée, c'est d'abord de créer de la richesse avant de venir prélever de quoi financer la dette dans la poche des contribuables. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a que toujours le même logiciel, c'est venir piquer le pognon et non pas mettre en œuvre des mesures pour justement faire rentrer du pognon. Et bon, je dirais que le Sénat n'a pas un logiciel très très différent. Eux, par contre, c'est ah non, non, il n'est pas question de se priver des économies que nous apporte la réforme sur les retraites. On comprend bien effectivement deux choses. Philippe, on comprend bien effectivement deux choses, hein. Alors, le problème, c'est pas vraiment sur les recettes, c'est plutôt les dépenses. Autre chose, effectivement, que vous mettez en avant, c'est finalement la cacophonie qui était celle la cacophonie qui est en France prévaut depuis maintenant 2 ans, va se poursuivre autour de ce projet de loi de finances 2026. Résultat, il n'y a pas quand même une gâchette, une balle qui reste au gouvernement après avoir renoncé volontairement à l'article 49.3 de la Constitution. Il reste l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire. Est-ce que, alors je le rappelle très rapidement, la commission mixte paritaire, ce sont des députés et des sénateurs qui se réunissent, qui après navette, donc relisent le projet de loi, l'amendent, le soumettent aux deux chambres, mais les deux chambres ne peuvent pas le retoquer. Est-ce que finalement l'arme ultime, c'est pas celle-ci? Alors, celle-là,
elle a quelque part un bel atout, c'est de donner la parole aux élus du peuple, quelque part. C'est bien le législateur qui a le dernier mot. En tout cas, au niveau de la conception, on lui laisse donc une entière liberté de proposer un budget. Ensuite, évidemment, la règle du jeu, c'est que on ne se tire pas une balle dans le pied en, en censurant justement ce que l'on vient de proposer. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas de véritable débat et que c'est l'Élysée, on le comprend bien, qui va, l'Élysée et Bercy, qui vont imposer le cadre. Alors, si c'est pas l'article 45, voilà, l'idée au départ, c'était que ça serait l'article 47 qui remettait sur la table le budget 2025, donc adopté à l'automne 2024, en ajustant les volets recettes, etc., pour tenter, tant bien que mal, de limiter les déficits. Mais que ce soit le 45 ou le 47, de toute façon, la France ne réduira pas ses déficits et surtout, il n'y aura rien dans ces projets de budget qui donne à la France un élan en disant bon ben voilà, là on a touché le fond, il faut qu'on rebondisse. Je dirais pas qu'il faut un New Deal, mais quelque part l'idée c'est celle-là. Alors pas un New Deal à base de planche à billets puisque nous n'avons plus la planche à billets, nous n'avons plus cette autonomie, mais peut-être voilà mettre en place des lois qui débloquent quelque chose, lancer un projet, je ne sais pas, sur les réacteurs au thorium, ou comme je le disais, tout simplement rétablir des incitations fiscales qui incitent à réinvestir, à construire. Et là, on créera non pas des dizaines de milliers d'emplois, mais des centaines de milliers d'emplois avec les cotisations sociales qui vont bien, les cotisations retraite, etc. Mais là, aujourd'hui, un projet sans l'ambition de relancer quelque chose dans le pays, on s'en va de toute façon vers encore plus de déficit en 2026. Et on le voit déjà, tiens, où sont passés 10 milliards de TVA? Alors maintenant, on nous explique que oui, c'est à cause des petits paquets commandés à la Chine. Si on avait tout taxé, on n'aurait pas perdu 10 milliards, mais bien sûr que si. Le problème, c'est que les Français sont complètement tétanisés, hein, et se demandent quelle va être la hauteur de la ponction qui va être faite en 2026, 2027, 2028, etc. Donc les gens consomment beaucoup moins, les entreprises investissent moins et ce qui nous plombe réellement, c'est l'absence de croissance. Et tant qu'on est dans une logique de remplir le tonneau des Danaïdes sans refermer le fond, il n'y a pas de solution. On ne va pas pouvoir combler les déficits par la croissance, ce qui est la proposition permanente des États-Unis. C'est toujours on va créer une impulsion pour tel secteur, on va baisser les impôts et voilà, la croissance remboursera le manque à gagner fiscal. Alors, Philippe, s'il y a bien un secteur en France qui, lui, se porte bien, c'est celui du narcotrafic. Il est estimé à 5 à 6 milliards d'euros par an. Le 17 novembre dernier, François Hollande, ancien président français, nous explique qu'il pense que la question du narcotrafic est aussi grave que la question du terrorisme. Le lendemain, Emmanuel Macron, sur le perron de l'Élysée, explique qu'il veut amplifier la lutte contre le trafic organisé en adoptant la même approche que pour le terrorisme. Dernier en date, en déplacement à Marseille, Gérald Darmanin a estimé que la menace du narcotrafic est au moins équivalente à celle du terrorisme en France. Est-ce que comparer narcotrafic et terrorisme, c'est judicieux ? Non.
le terrorisme répond à des mobiles politiques, religieux, politico-religieux. Quand on fait l'historique du terrorisme, on s'aperçoit aussi qu'il correspond à des cycles. Voilà, c'est évident que l'invasion de la Syrie, la désintégration de la Libye n'ont pas aidé. Bon, la Libye, ça a surtout fait exploser le terrorisme au Sahel et dans toute l'Afrique subsaharienne. La Syrie, l'Afghanistan, voilà, on a des gens qui veulent venger ce qui s'est passé dans ces pays. Quand on parle du narcotrafic, là, il n'y a pas de cycle. C'est tout un écosystème qui fonctionne, je dirais presque 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Les dealers ne se reposent jamais. Alors évidemment, il y a au sein de l'écosystème des luttes territoriales. Hein, on essaie de grandir, hein, c'est comme dans l'économie capitaliste classique, on essaie d'absorber son concurrent, on essaie de grossir pour imposer ses propres prix. Et là, quand je vous parle de cet écosystème, je parle de millions de personnes impliquées. Alors, je ne dis pas que tous les gens impliqués soient de grands délinquants, mais à un niveau ou à un autre, vous travaillez dans la journée, néanmoins, vous stockez un petit peu de matériel, comme on dit, hein, de matos. Les très très jeunes font du guet le soir après l'école. Et tout ce petit monde est extrêmement bien rémunéré. Ce qui veut dire que de la prime adolescence jusqu'à l'âge où on commence à pouvoir contrôler son propre business, le narcotrafic habitue des jeunes à gagner beaucoup d'argent très vite. Et quand vous gagnez 1500, 2000 euros par semaine avec un petit trafic, hein, pas bien compliqué, et autour de vous, des gens qui sont à peu près dans la même mouvance, comment après ça, vous allez vous dire, je vais aller passer un diplôme et je vais travailler pour 1800 euros par mois, comme, par exemple, comme professeur des écoles ou infirmier. Enfin, le problème du narcotrafic, c'est qu'il est très profondément ancré dans la société et qu'en plus de ça, les gens qui ont tâté, ils ont beaucoup de mal ensuite à revenir, si j'ose dire, au monde réel. Puis que ça, je précise que quand vous touchez 1500 ou 2000 euros par semaine, c'est du net. Hein, il n'y a pas d'impôt derrière. Voilà. Donc le narcotrafic est un vrai problème de société et c'est effectivement un écosystème qui brasse des milliards. Alors, c'est un écosystème où le but, c'est pas de tuer le client comme un terroriste qui a envie de faire disparaître le maximum d'infidèles. Mais enfin, n'empêche que il y a quand même beaucoup de balles perdues dans les luttes territoriales entre bandes rivales. Et oui, je crois que si je comprends bien l'idée, enfin voilà, l'idée est de renforcer à travers cette idée de terrorisme, c'est beaucoup de renforcer la coopération internationale en fait, en réalité, et de, si j'ai bien compris, décloisonner le national et le local. Mais effectivement, on comprend bien qu'en fait, les stupéfiants, c'est un problème de santé publique en fait, en réalité. De santé publique, dès qu'on commence à toucher aux drogues dures, bien sûr au pire du pire, crack et fentanyl, oui, là, on crée de véritables zombies. La cocaïne, je vous apprends rien. On va dire qu'il y a une sorte de hype dans la consommation de la cocaïne, dans les milieux artistiques, dans les milieux financiers, tellement la pression est forte. Beaucoup de gens en prennent également dans le monde politique parce que il y en a quelques-uns qui travaillent vraiment
et on ne peut pas travailler 18 heures par jour sans un soutien chimique, si j'ose dire. Mais le problème de santé publique, il est quasi philosophique également. C'est que une société qui a besoin de drogue pour supporter un présent anxiogène, ou qui a besoin de drogue pour tenir la distance quand la pression est trop forte dans le travail, il faut se poser vraiment des questions. Et vous voyez, les pays les plus prospères, Singapour, les Émirats, même la Thaïlande, la drogue y est réellement proscrite. Et vous avez des pays qui sont devenus de véritables narco-États. Le Mexique en est un exemple. Aux frontières des États-Unis, vous avez une présidente qui est menacée de mort, des maires qui ont été exécutés, assassinés. La lutte contre le narcotrafic, il faut vraiment y mettre les moyens. Hein, comme Naïb Boukele, hein, lui, il a vraiment déployé, sorti la grosse artillerie, mais s'attaquer au narcotrafic de façon sporadique et surtout, là, aujourd'hui, c'est complètement verbal en France. Quand je dis qu'il y a des millions de personnes impliquées, vous vous rendez bien compte que c'est pas parce qu'on va arrêter 2 ou 3 gros bonnets qu'on va arrêter et éteindre l'écosystème du narcotrafic en France. Il faut réaliser l'échelle et il faut réaliser que quand on donne un coup de pied dans la fourmilière, l'exemple du Mexique nous dit que ça risque d'être très très compliqué et très sanglant. Bah écoutez, c'est parce que ça devient aussi très sanglant qu'on se pose cette question-là. Et voilà. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Philippe, d'avoir été avec nous en cette matinée. Philippe Béchade, rédacteur en chef aux publications Agora, et avec nous régulièrement pour commenter l'actualité. Merci beaucoup, Philippe. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt.